France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une cette semaine, une date anniversaire. 1 an après les émeutes qui avaient paralysé la Nouvelle-Calédonie, nous irons à la rencontre de ses habitants dans cette édition. À tout de suite. Mais d'abord, cette décision du tribunal administratif de Martinique. Il a condamné l'État à indemniser 2 anciennes ouvrières agricoles pour le préjudice moral d'anxiété lié à leur exposition chronique au chlordécone. Leurs avocats ne comptent pas en rester là. Explication Laïd Beritane avec nos équipes de Martinique La Première. Sur le marché du Lamentin, Florence garde le moral et savoure une première victoire. Elle est l'une des 2 anciennes ouvrières agricoles à qui le tribunal administratif de Fort-de-France vient de reconnaître le préjudice d'anxiété lié à son exposition au chlordécone dans les bananeraies de la Martinique. Mais son combat continue, car ces pathologies n'ont pas été reconnues par les magistrats administratifs. C'est déjà une bonne chose pour nous. C'est déjà une bonne chose pour nous, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour nous. On va pas en rester là. Parce qu'il y a trop de morts, il y a trop d'empoisonnés. On va pas rester là. Je suis désolé, mais on va pas rester là. L'État est condamné à lui verser 10 000 €. Comme Florence, les membres du collectif des ouvriers agricoles contaminés se battent depuis 5 ans pour faire reconnaître leurs droits. Mon époux était ouvrier agricole, Moutanda David, sur une habitation, bien sûr. Et il est décédé à l'âge de 46 ans. Donc, il avait 2 cancers, le côlon et le pancréas. Et c'est pour la raison pour laquelle que je suis avec le collectif pour pouvoir travailler, non seulement pour ma fille, parce qu'elle a supporté tous les moments difficiles de son père, et aussi pour les ouvriers agricoles qui souffrent toujours de nos jours. Ces 2 condamnations interviennent 2 mois après une décision de la Cour administrative d'appel de Paris qui a condamné l'État à indemniser une dizaine de victimes du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe sur 1286 plaignants. Ce dossier n'est pas terminé pour autant. L'État a décidé de se pourvoir en cassation, ce qui provoque l'indignation des parlementaires antillais. Le chlordécone a été utilisé en masse dans les plantations de Martinique et de Guadeloupe entre 1972 et 1993. La Martinique frappée cette semaine par un triple homicide en plein centre-ville de Fort-de-France et le ministre de l'Intérieur de prendre des mesures pour lutter contre l'insécurité, notamment le trafic d'armes et de drogue. Bruno Retailleau a annoncé entre autres le lancement d'un dispositif 100% contrôle à l'aéroport, une mesure qui a fait ses preuves en Guyane. Et le fléau de la pêche illégale en Guyane, justement, à quelques jours de la conférence des Nations Unies sur les océans, le WWF interpelle les autorités. Il n'y a pas assez de moyens pour intercepter les bateaux illégaux. Ainsi, les espèces animales sont menacées de disparition. Jean-Louis Ravalet. Une centaine de bateaux de pêche clandestins recensés en 4 heures. C'est le constat réalisé par les équipes du WWF lors d'un survol au large de la Guyane. Les navires illégaux viennent du Brésil, du Suriname ou du Guyana et utilisent des techniques de pêche destructrices pour la biodiversité marine locale. C'est maintenant aussi une question de souveraineté territoriale, de souveraineté alimentaire, puisque c'est l'ensemble de la biodiversité marine qui risque de s'effondrer sous nos yeux si les tendances lourdes qui vont vers l'augmentation de la pêche illégale continuent de perdurer, constat après constat, survol après survol. On estime qu'une 50aine de navires illégaux étrangers pêchent chaque jour dans les eaux guyanaises, contre 20 bateaux français seulement. Jean-Paul Ferreira, premier président de la collectivité territoriale de Guyane, compte tirer la sonnette d'alarme à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra en France en juin 2025. Aujourd'hui, il faut des moyens supplémentaires à la hauteur de l'ampleur du phénomène en termes de pêche illégale et d'orpaillage clandestin également. L'opération que l'on a menée aujourd'hui donc avec le WWF Guyane est pour alerter d'une part, mais c'est parce qu'on y croit, parce qu'on a encore espoir effectivement qu'il y ait un renversement de la situation. La pêche clandestine a aussi des conséquences dramatiques pour certaines espèces comme les tortues luttes. Capturées accidentellement dans les filets, elles finissent par se noyer. En 20 ans, les pontes de ces tortues sur les plages de Guyane ont décliné de 97%.
Il a suffi d'une nuit pour plonger la Nouvelle-Calédonie dans le chaos à l'issue de manifestations autour du dégel du corps électoral. C'était le 13 mai 2024. S'en est suivi une série d'émeutes qui auront fait 14 morts. Certains habitants ont fait le choix de partir, quand d'autres ont décidé de rester en dépit du contexte, notamment dans les quartiers nord de Nouméa. Le dossier de l'Hebdo, Lorella Youbry avec Gaël Detchevry. Jean vit à Rivière-Salée depuis 48 ans. Un quartier qu'il n'a jamais quitté, malgré les violences, les pillages et les incendies. Avec son épouse Nelly, il reste profondément attaché à ce lieu, pour le meilleur et pour le pire. On est resté sur la rivière Salée, dans notre maison. On n'a pas bougé d'ici. De ce quartier-là, 3e secteur, on était quand même retirés de là où il y a eu les actions, les barrages, tout ça, parce que c'était sur la route principale, où il y a eu beaucoup d'activités. Une protection relative qui les a sans doute épargnés du pire. Mais aujourd'hui, même en hauteur, on ne vit plus comme avant. Tout a changé. Elle avait l'habitude de faire sa petite marche jusqu'au McDonald's. Nous, on pouvait aller aussi au centre commercial. Oui. On côtoyait tout le monde. Et aussi cette liberté de circuler qu'on ne trouve plus. On est arrivé à un degré où tout le monde se méfie. Stéphane, lui, n'a pas eu envie de continuer à vivre dans une atmosphère si lourde. Il a donc déménagé du quartier de Logicop. Aujourd'hui, il y revient, le temps d'un regard en arrière. Donc là, ouais, on venait avec les enfants, il y a un petit parc ici, hein, et c'est un quartier qui est... Enfin, la zone Logicop, et il y a des infrastructures pour tout âge. Mais ces moments heureux ont brutalement laissé place à l'inquiétude. Quand les premiers jours des émeutes ont éclaté, tout a basculé. Le quartier s'est refermé sur lui-même et la peur a pris le dessus. J'étais dans la rue plus haut, là-haut. On ne s'est pas senti attaqué. C'est quand il y a eu, 2-3 jours après, il y a eu des morts. Du coup, là, on a dit ça prend une autre tournure, quoi. Du coup, on s'est barricadé. Face à l'ampleur des violences, il comprend vite que rester n'est plus une option. Alors il prend une décision difficile, vendre sa maison au plus vite et mettre sa famille à l'abri. On a fait un gros sacrifice, on a descendu de moitié la valeur à laquelle on avait acheté. Donc tout de suite, dans les 2 semaines, ça a été vendu. Dans ces quartiers nord de Nouméa, chacun avance comme il peut. 1 an après les émeutes, la vie reprend lentement, marquée par les blessures, mais portée par ceux qui y croient encore. C'est une initiative permettant de retrouver un peu de dignité grâce aux fruits de son travail. En Polynésie, des sans-abri ont appris le crochet avec des retraités bénévoles au sein du centre qui les accueille. Grâce à leur création, ils se font un peu d'argent. Nicolas Suire et Jérôme Louis ont assisté à un atelier confection. Apprendre le crochet pour savoir créer des articles et les vendre. Une initiation proposée par cette retraitée de l'Éducation nationale. Elle veut aider les SDF en leur rendant autonomie et indépendance. Quand on propose un article fait par soi-même, le regard du client change. Ce n'est plus la même réaction. Donc, il s'engage déjà un petit dialogue, on questionne pourquoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, nos oiseaux, ils ressortent de là, de cette petite interaction, très fiers déjà. Et en plus, s'ils réalisent la vente, c'est le summum, bien sûr. Effectivement, plusieurs élèves sont très fiers de posséder un tel savoir-faire. Là, moi, je suis fière de moi parce que j'ai pu l'apprendre et connaître ce que j'ai jamais vu et fait. Quand tu es énervé, ça te calme. On aime ce qu'on fait, on aime les personnes avec qui on est. Donc, il y a de l'entendre, ça va. Certaines ont réussi à vaincre leur timidité, notamment l'une d'entre elles qui ne voulait parler à personne. Elle a pu dépasser ça, elle a été toute heureuse d'avoir pu vendre et présenter aux acheteurs, à ceux qui venaient au restaurant. Apprendre à faire, avoir un rôle et une place dans la société, chaque individu en a besoin. Ainsi, ces femmes sans domicile fixe s'accrochent à leur crochet. Enfin, avec son projet, elle fait partie des lauréats d'un programme national de recherche. Une artiste ambitionne de collectionner les sons de la nature à Saint-Pierre-et-Miquelon
pour offrir une expérience unique, découverte, immersive avec Leïla Derouet et Jérôme Anger. Capturer chaque murmure de l'archipel, c'est le nouveau défi de l'artiste local. Pour son nouveau projet Faune sauvage, Alexandra Hernandez enregistre les bruits du quotidien. Je vais essayer de partager une identité sonore de l'archipel. Donc ça passe par des sons naturels, selon les saisons, de la glace, du vent, de la pluie. Ça passe par le vivant, donc toute la faune. Et les hommes aussi, que j'aime inclure dans ce qu'on appelle la biophonie. Une parabole pour le chant des oiseaux, un hydrophone pour l'eau et pour les ambiances immersives, un assistant hors du commun. Ce petit bonhomme-là, qu'on a appelé Georges, pour bien se l'approprier, il a des micros dans ses oreilles. Donc il enregistre ce qu'il y a autour de lui, comme si c'était un homme. Et dans le même temps, sous la surface, un autre monde résonne. En fait, dans l'eau, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de bruit, qu'il y a peu de son. Mais finalement, le son se propage beaucoup plus vite que dans l'air. L'aventure sonore d'Alexandra ne s'arrête pas là. Après l'enregistrement, vient l'étape d'analyse de certains sons complexes qu'il faut identifier. Pour ce qui est de la mer, j'ai toute une bordée de scientifiques qui arrivent au mois de mai. Ils sont 12, donc là, je vais bien bosser avec eux. Et puis après, sur le territoire, je connais les gens qui s'intéressent aux baleines, aux mammifères, mais je suis vraiment avide de conseils pour tout le reste. Ce projet artistique des plus singuliers prendra vie pendant 2 ans. À terme, plusieurs réalisations seront proposées, parmi lesquelles une sonothèque, des parcours sonores, mais aussi un spectacle vivant et immersif. Et c'est la fin de cet hebdo. Pour le revoir et réagir à cette émission, direction france24.com et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Rendez-vous le week-end prochain. L'information continue sur France 24.